الحضور الكرام، نعلن عن ابتداء الجلسة الثانية. تليفوناتكم يعيشكم سيلونسيو. هذا نجيب. أنتم مساء جميعا، نلتقي في هذه الأمسية لمواصلة إشغال هذه الندوة الدراسية. أحيل الكلمة إلى السيد رضا السيلي الذي سوف يتحدث عن بعد، وهو أستاذ مساعد بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. تفضل. عسلامتكم الناس الكل. نعتذر دابور على عدم المشاركة معناها المادية في الندوة المهمة هذه، وذلك لظروف خاصة، وأتمنى النجاح والتوفيق لكل المتدخلين ولهذه الندوة، وأتمنى كذلك أن تكون مخرجاتها لها تداعيات إيجابية على السياسة التراثية للبلاد. ومن موقعي سأحاول المساهمة في عبر هذه المداخلة في مقترحات واقتراح إعادة النظر في الاستراتيجية الثقافية للدولة التونسية. عنوان المداخلة هو إعادة تملك التراث المحلي والتسيير المتحفي من قبل الجماعات المحلية. والمسألة هذه تعرضوا لها الصباح كثير من الإخوة، وخاصة عبر التدخلات إثر المداخلات، وسأحاول أن أعطي بعض المعطيات وكذلك المقترحات. سأقدم الندوة باللغة الفرنسية، ليس الندوة المداخلة باللغة الفرنسية. Le titre c'est la réappropriation du patrimoine local et gestion muséale par les collectivités territoriales, une alternative institutionnelle, économique et sociale. Donc la question qui a été soulevée plusieurs fois tout à l'heure est pour moi non pas un problème qui est lié aux techniques de muséalisation et à la maîtrise des évolutions conceptuelles et chronologiques de tout ce qui est muséalisation, mais il s'agit plutôt beaucoup plus d'un problème de projet national et de moyens financiers. Donc, à partir de là, et dans ce papier, nous allons traiter des différentes dimensions de la problématique de valorisation muséale du patrimoine local, dit traditionnel. Et ça, c'est une appellation relativement retenue dans la littérature donc, coloniale, dans le cadre spécifique de sa conception nationale et de sa gestion territoriale et contextuelle. Donc, le papier plaide au profit d'une politique de mise en valeur du patrimoine local par le biais d'une approche contextuelle et territoriale en transférant aux collectivités locales les fonctions de la création, la gestion et la mise en exploitation des musées de patrimoine traditionnel dans une perspective d'intégration de la notion de valeur locale comme composante complémentaire et nécessaire aux notions de monuments et d'objets qui a prévalu jusque-là, d'une part, et d'historicité et d'authenticité, d'autre part. À partir de là, il va falloir redéfinir notre conception du patrimoine local et traditionnel. On va essayer de définir ce concept. Donc, c'est la somme d'un savoir-faire ancestral reconnu en tant que tel, accumulé, perfectionné, conservé localement et transmis dans le cadre d'une communauté territorialement, économiquement et socialement organisée. Donc, il est de ce fait un patrimoine ancré à un terroir, foncièrement local,
et solidairement lié à la collectivité, s'exprime à travers des codes conventionnels et reconnu par cette communauté. Il peut acquérir par sa propre notoriété ou par un processus de valorisation muséale publique une autre dimension extra-locale. Voyons pour ce qui est des dispositifs internationaux. Il y a évidemment un ensemble de codes qui régissent la question du patrimoine dans le monde, mais également spécifiquement la question de la muséalisation de ce patrimoine. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ces différents textes que vous voyez là sur l'écran, mais je vais m'attarder un peu sur le document de NARA, qui est un document issu en 1994, donc des réunions dans le cadre de l'UNESCO concernant l'authenticité des patrimoines, et notamment le patrimoine culturel soit des minorités, soit des communautés. Et sur ce point, j'ai juste à dire que les institutions internationales ne sont pas sourdes pour tout ce qui se passe dans les régions. Elles sont même l'émanation des réflexions régionales, et je pense que ces institutions s'adaptent, et la preuve se voit au niveau donc, de la charte de Washington de 1987 qui a intégré tout ce qui est ville dans le processus de muséalisation, et également donc, dans le document de NARA, également dans la charte de Venise de 1964. Il suffit juste que les régions bougent et qu'elles proposent des modifications des dispositifs internationaux concernant la protection du patrimoine donc, national, et pour que les choses changent. Pour ce qui est de la Tunisie, si on jette un coup d'œil rapide sur l'état des lieux, pour ce qui est de la muséalisation. La répartition du musée par gouvernorat, vous voyez bien la prédominance de Tunis comme étant une ville métropole, la capitale donc, de la Tunisie, avec le plus haut pourcentage donc, du nombre de musées dans la région de Tunis. Vient par la suite Monastir, Bizerte, également Sousse, mais nous le verrons un peu plus tard que les régions de l'intérieur sont complètement diminuées à ce niveau-là. Si on regarde la répartition typologique, les musées traditionnels représentent à peu près le 1/3 de l'ensemble des musées sur le territoire national. La part prédominante est pour les musées nationaux et les musées à thème. Une répartition encore plus fine typologique pour les musées nationaux à thème, les musées des sites archéologiques et les musées traditionnels et ethnographiques. Donc, nous voyons bien que la part des musées traditionnels et ethnographiques est relativement limitée, ça représente presque le 1/3. Maintenant, au niveau de la répartition par thème et par gouvernorat, on constate la prédominance donc, des musées nationaux et thématiques, et quelques cas exceptionnels comme de Gbelli, le Kef ou également Touzer, où les musées traditionnels et ethnographiques, essentiellement privés, constituent la totalité des musées qu'on a sur place. Au niveau donc de la répartition par aire géographique, le littoral a la part du Lyon avec pratiquement les 3/4 et 1/4 pour les régions de l'intérieur. Donc, sur le plan fonctionnel, au niveau des musées qui sont exploités par la MVPPC,
ça représente un peu plus que 50%, avec un ensemble de musées qui sont hors AMVPPC, soit sous tutelle de l'Institut national du patrimoine, soit privé. Et le classement de l'agence se fait à partir de la billetterie, c'est-à-dire selon les 4 catégories qui ont été définies par le décret de création de l'ANEP en 1988. Catégorie A, B, C et D, et classée donc en fonction de la somme qu'il faut payer pour entrer au musée. Pour ce qui est de la législation nationale, donc c'est là où on va essayer de trouver la réponse au problème donc de muséalisation locale et régionale. On a 3 textes essentiels: la Constitution, le Code du patrimoine et le Code des collectivités territoriales. Pour ce qui est de la Constitution, donc on s'attarde sur le chapitre 7 qui parle donc du pouvoir local, de l'article 131 à l'article 142. Nous insistons sur l'article 131 qui donne donc le pouvoir local qui est fondé sur la décentralisation. Ensuite, les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative, ce qui leur donne la possibilité de recourir à des moyens beaucoup plus souples, aussi bien sur le plan financier que sur le plan administratif, que les administrations liées donc au ministère. Et ainsi de suite, donc l'article 134 qui parle des transferts des compétences, l'article 135, et la loi, et là nous passons pour ce qui est des codes du patrimoine et donc la loi qui régit l'agence, l'ANEP ou l'AMVPPC. Donc la loi 88-11 qui régit l'agence, donc je cite: l'agence a pour mission d'exécuter la politique de l'État dans les divers domaines culturels et notamment réaliser et organiser les programmes de mise en valeur du patrimoine archéologique, historique et muséographique et de les gérer à des fins culturelles, touristiques et commerciales. Déjà, on voit bien qu'il y a une certaine limitation dans les prérogatives de l'agence dans le cadre de la valorisation du patrimoine. Bon, je passe. Donc, il y a la loi 94-35, donc sur le code du patrimoine archéologique, historique, des arts traditionnels, etc. Le titre 3, chapitre 1, article 16, relatif au plan de sauvetage. Donc, ce qui fait que, au niveau de l'INP, l'Institut national du patrimoine, la tâche principale est la recherche et également la conservation, la protection du patrimoine national. Pour ce qui est des codes des collectivités locales, et là la question se pose, est-ce que ces collectivités locales ont juridiquement la capacité de pouvoir créer et gérer des musées régionaux ou locaux? Donc l'article 70 donc, du Code des collectivités locales font partie du domaine public local les biens suivants: donc les dons et legs des biens immeubles ou des pièces d'art accordées aux collectivités locales, les ouvrages sportifs, etc. L'article 75, je passe. L'article 106, le Conseil de la collectivité locale approuve les plans de développement local et prend en considération les exigences du développement durable. C'est le premier point important. L'encouragement des jeunes à créer des projets et la promotion de l'emploi. Je passe l'article 40. L'article 243. Les compétences partagées avec l'autorité centrale consistent notamment en ce qui suit: le développement de l'économie locale et l'appui à l'emploi, la préservation et le développement de la spécificité des patrimoines culturels locaux, la réalisation des équipements collectifs à caractère social, sportif, culturel, l'environnemental et touristique
à l'instar des maisons de la culture, des musées, des stades et autres équipements sportifs. Donc, la législation, elle est claire. Tous les domaines de l'activité culturelle peuvent être supportés ou peuvent rentrer dans le cadre des prérogatives donc, des collectivités locales. Donc, le conseil municipal exerce les compétences qui peuvent lui être transférées par l'autorité centrale, notamment dans les domaines suivants: la construction et l'entretien des ouvrages culturels. Tout transfert de compétences s'accompagne obligatoirement d'un transfert des ressources financières et humaines nécessaires pour leur exercice. Alors, contrairement à la commune, le législateur n'a pas prévu de transfert de compétences patrimoniales et culturelles à la région. La région, son rôle se limite à la préservation et le développement de la spécificité du patrimoine culturel local, qui est exclusivement transféré à la commune. Le constat bilanciel à partir de ces deux données, les données régionales et typologie, et également les données au niveau de la législation. Donc, on a un déphasage avec l'esprit de la réforme constitutionnelle et institutionnelle post-2014, Constitution et Code des collectivités locales. On a une absence d'harmonisation des attributions, objectifs et procédures des institutions en charge du patrimoine. Un déséquilibre régional flagrant avec une emprise hégémonique de Tunis et secondairement des villes littorales. Une sous-exploitation des ressources locales des régions donc de l'intérieur. On a uniquement 47 collectivités locales sur 350 qui sont concernées par la muséalisation donc, de ce qu'on appelle le patrimoine traditionnel. Pourquoi donc une démarche nouvelle? C'est tout simplement qu'il va falloir établir une mise à niveau nécessaire et qui est inévitable avec l'évolution. L'approche onusienne, déjà, elle a fondé sa nouvelle philosophie donc, sur la prise en considération de la valeur authentique des biens patrimoniaux et sur la nécessité de la mise en œuvre de politiques participatives dans le cadre des plans de gestion. Donc, comme on a vu le document de Nara, ou les travaux de Zbinek-Stansky, donc pour ce qui est de la contextualisation, donc de la muséalisation, les réformes institutionnelles dans le pays depuis 2014 donc, imposent cette direction. Il y a une exigence économique et sociale par l'émergence de métiers et d'emplois liés aux industries donc, culturelles. On a carrément une pléthore de compétences et de start-up qui s'occupent aujourd'hui et s'intéressent à tout ce qui est industrie culturelle. L'émergence des notions de développement durable et de la RSE dans la culture entrepreneuriale, une source supplémentaire de financement pour les collectivités locales, une marge de manœuvre alternative au concept donc, de culture touristique fondé sur le mode de 3P, les PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Donc, il va falloir opter et revenir à l'esprit d'une construction nationale. Pour ce qui est de la philosophie, donc de l'ensemble de la politique culturelle du pays, la question des moyens financiers est au cœur de la crise. Elle s'exprime d'une année à l'autre par un désengagement financier irréversible des pouvoirs publics, faute de ressources budgétaires et en conformité aux priorités fixées par les bailleurs de fonds internationaux. Donc, si l'État boite, la culture tient sur des béquilles dans notre pays, et ce n'est pas par la seule faute des institutions. L'expérience tunisienne à laquelle on peut recourir pour pouvoir conceptualiser donc, une nouvelle approche des démarches donc, culturelles, on a dans notre patrimoine des pratiques comme les foires et les spectacles régionaux qui ont accompagné la mise en place donc, du CATP, le Centre d'art et le Centre d'art donc bon, j'ai perdu un peu le mot donc qui est l'ancêtre de l'IMP,
qui sont une forme d'inspiration pro-muséale, donc de patrimonialisation locale. Il y a les associations de sauvetage de la Médina, de sauvegarde de la Médina, donc les ASM, dont la doyenne est celle de Tunis qui a été fondée en 1967. Il y a également donc les musées ethnographiques et des traditions, qui est une expérience fortement influencée donc, par les tendances ethnographiques héritées de l'époque coloniale. Il faut voir juste les travaux du père André Louis dans ce domaine-là, et qui ont été légèrement corrigés à la fin des années 60. Voilà, ben, il va falloir donc, pour mettre en place cette politique, redonner une âme à nos musées. Les formes d'exploitation muséale en rapport avec les collectivités, on a les musées lapidaires, les monuments donc historiques in situ, les musées parcs, les parcours, les musées paysagers et les écomusées, les quartiers musées et les centres historiques urbains, muséification donc du monument, du savoir-faire et du mémorial, la préservation et la valorisation des savoirs-faire locaux, les centres d'interprétation et la labellisation donc des musées locaux, muséification locale et muséalisation nationale. Ce qui est des ressources, donc on a le patrimoine archéologique historique, donc les sites et monuments, le patrimoine culturel, art de la rue, chansons populaires, costumes, jeux, etc., les produits de terroir et savoir-faire, les arts culinaires et les produits locaux, le patrimoine paysager et lapidaire, donc patrimoine forestier, paléontologique, industriel, et le patrimoine urbain et foncier. Donc, oui, allô? أرجوك تجاوزنا الوقت. تجاوزنا الوقت. باهي نتعدى في السمع لا تجاوزنا الوقت لك دقيقة إضافية فقط. Allô? Ben, je vais juste faire défiler donc le PP pour faire profiter. Donc, les acteurs en place, l'État, les institutions de l'État, les collectivités territoriales, les acteurs opérationnels, les associations, etc., les bailleurs de fonds, qui sont les institutions bancaires, les donateurs, l'État également. Tout ce monde aura sa place donc dans la formation et la recherche innovation. Les institutions aux collectivités, donc l'une des principales raisons donc, des problèmes du patrimoine en Tunisie, le dysfonctionnement des institutions, comme le démontre le constat donc, de toutes les études. Le maillon manquant est opérationnel et organiquement lié aux moyens financiers et aux procédures administratives. Donc c'est déjà une raison pour laquelle le ministère cherche vainement à mettre en place une politique de partenariat avec le privé. Toutefois, le principal frein donc, au partenariat privé est l'absence de tradition et les risques financiers dans un secteur peu lucratif. Pourquoi donc ne pas recourir au partenariat avec les collectivités locales en vue de se mettre en conformité avec l'esprit de la Constitution? Donc, pour une refondation de fond et de forme, moi je propose tout un schéma de création d'une société coopérative donc d'investissement pour la promotion des projets patrimoniaux qui se décline en organisation secondaire, des institutions secondaires, donc la constitution d'une banque mutuelle et la constitution d'un observatoire dont le rôle est lié à la constitution d'une base de données statistiques. Conclusion. Alors, bon, je fais juste défiler. Voilà. المعذرة دونك شكرا على المتابعة والإصغاء ولنا عودة خلال النقاش. شكرا على كل. ما قام بإبرازه في هذه المداخلة القيمة يتعلق بتجارب متحفية جديدة في العالم. يتعلق الأمر بما يسمى بالمتاحف الجمعوية لموزي كومينوتير، وهي التجارب تجعل من المتاحف ملتفتة إلى الجمهور المحلي المتاخم لها، الجمهور القريب، متاحف تسمى عن قرب. بالطبيعة
تعرض إلى إمكانية أو آفاق أن يعني تزدهر هذه التجربة بيننا في تونس وتعرض إلى التشريعات المتوفرة. طبعا ما أثاره يثير إشكاليات، لأن التشريعات الموجودة يعني هي بيدها يعني محل مخاض ومحل نقاش، ولكن أهمية ما ذكره لأن المتاحف الإتنوغرافية في العالم فعلا بعضها توجه إلى هذا الاختصاص، أنه أصبح مهتما بالمجتمع المحلي الذي يوجد فيه وأصبح يضع نفسه في خدمته. المداخلة الثانية وعنوانها scénographie de l'exposition du patrimoine traditionnel dans le musée en Tunisie, les choix et les méthodes de conception. الأستاذة فاطمة درويش أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفن للفنون الجميلة بسوسة. تفضل. Merci Monsieur le modérateur, merci au public et à l'audience présente ici et au-delà de cette salle avec le virtuel. Donc je viens à ce colloque-là de par ma spécialité d'origine, à savoir le design, et en même temps mon parcours scientifique que je l'ai développé avec la muséographie et menant une thèse sur le musée tunisien, essentiellement à travers l'étude de cas de musée archéologique. Aujourd'hui, on va parler du patrimoine, du musée du patrimoine traditionnel, vu la thématique du colloque. Et j'ai choisi de réfléchir avec vous, de penser le rapport entre design et muséographie dans le domaine du patrimoine traditionnel, en suivant l'évolution de la scénographie dans nos musées du patrimoine. Je ne sais pas pourquoi ça ne me défile pas. Voilà. Donc, le plan de la présentation, je l'ai conçu de la suite. Donc, premièrement, ça va être une petite introduction pour mettre en évidence le paysage muséal tunisien, peut-être qu'il a été abordé par les intervenants antérieurs, et le contexte de création des musées ATP en Tunisie, puis exprimer la problématique, passer ensuite à un premier volet, celui de penser, de voir et d'analyser l'exposition de spectacle à scénographie théâtrale marquant la création du musée du patrimoine traditionnel. Ensuite, ça va être l'exposition didactique à scénographie à décor faisant évoluer le musée du patrimoine traditionnel. Et dans un troisième lieu, l'architecture et le design au service de l'exposition didactique à multiples choix scénographiques pour innover le musée du patrimoine, et finalement conclure pour vous proposer de voir comment s'établit le rapport entre les méthodes du design qui cherchent à réinventer l'exposition dans le musée du patrimoine traditionnel à travers le design d'exposition et le design numérique ou autres méthodes du design contemporain. Voilà. Donc, par rapport à l'introduction, donc certainement on l'a bien réalisé aujourd'hui, qu'on a 38 musées sous tutelle du ministère de la Culture, dont 19 sont des musées d'archéologie, 10 musées des arts et traditions populaires, appelés en acronyme ATP, et puis on a des musées à thème qui relèvent d'autres ministères tels que le musée des mouvements nationaux, autres en rapport avec la monnaie, l'éducation, le cinéma. Donc le contexte de création des musées ATP en Tunisie, il est bien lié à la création du Centre des arts et traditions populaires qui a quelque part, aujourd'hui il n'est plus, il fait partie d'un département dédié à la recherche scientifique et focalisé sur le patrimoine traditionnel. Aussi, ces musées aussi, les premiers musées qui ont été fondés en Tunisie, les musées du patrimoine, étaient aussi le fruit de plusieurs recherches antérieures à l'époque coloniale avec l'éminent ethnographe, les Pères Blancs, André Louis, etc.
et avec un comité ou une équipe de chercheurs de l'IMP qui ont beaucoup travaillé pour donner naissance au premier musée d'art et tradition populaire en Tunisie. Donc l'exposition spectacle à scénographie théâtrale marquant la création des musées du patrimoine traditionnel. Donc c'est quoi la référence d'une exposition spectacle? C'est essentiellement, on parle scientifiquement, c'est une muséologie d'objets inspirée de la présentation des collections dans le musée d'archéologie et le musée d'art aussi, imitant les dioramas des expositions universelles qui ont eu lieu en 1867, aussi en 1878, et essentiellement qui est très visible, ces dioramas-là, au niveau de la section des costumes populaires des diverses régions. Donc le lieu de ce genre d'exposition spectacle à scénographie théâtrale, c'est généralement des monuments historiques qui ont été réaffectés, à savoir des palais, des zaouïas, des madrasas, etc. Le scénario, c'est généralement un scénario à thème présentant les spécificités, c'est la présentation essentiellement d'une communauté à travers la mise en valeur de ses traditions, coutumes et rites. La mise en exposition, on parle d'une scénarisation au moyen de la reconstitution par analogie. Et la scénographie théâtrale, elle est utilisée pour la mise en scène des collections ethnographiques. La médiation, c'est un accès facile, elle propose un accès facile et direct au discours pour un large public. Donc, on a un exemple, le bel exemple de ce genre de première génération de musées, à savoir le musée d'Arjalouli à Sfax qui a été fondé en 1965 et le musée d'Arben Abdallah à Tunis en 1967. Donc, on peut voir au niveau de ce visuel une scène de la fête de mariage, dite aussi la chambre de la mariée, etc., ou réellement toute une scène qui a été présentée dans ce genre de musée. Donc, on passe pour... Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, les avantages et les limites de l'exposition spectacle à scénographie théâtrale. Donc, déjà, les avantages, on parle d'une logique d'exposition populaire qui est assez défendue par pas mal de muséologues. Le fait qu'elle fait rapprocher au maximum le contenu scientifique et le savoir auprès d'un public même non averti. Ces avantages, on a tout d'abord la réaffectation du monument historique en musée du patrimoine était une condition sine qua non durant cette période-là, parce que à la fois on joint l'utile à l'agréable, on est là pour sauver un bâtiment historique voué à la disparition ou mal conservé, qui sera réhabilité et réinséré dans le milieu économique et social, et en même temps créer un musée pour la communauté dont se trouve le musée. Donc, non. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc l'accès facile, on a dit, au message scientifique pour un large public de tout âge et de différents niveaux et références culturelles. Le caractère attractif revêtu de nostalgie ou des fois de l'exotisme aussi. Les inconvénients et les limites, elle peut vite virer vers le kitsch en usant de décors, de substituts ou avec les imperfections de la mise en œuvre. La conception muséale très simpliste qui éloigne le musée de sa mission didactique de base et la dissolution de la valeur scientifique et perte de l'authenticité des collections ethnographiques. Voilà, on passe. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que ce genre d'exposition spectacle à scénographie théâtrale était un thème de prédilection auprès des musées privés. Donc, on trouve au niveau du musée de Al-Qabba à Sousse, fondé en 1994, le musée d'Al-Shaït à Touzer, le musée Galela à Jerba, et on peut voir le même modèle de mise en exposition et d'approche scénographique. Le deuxième exemple, ou la deuxième phase d'évolution de notre institution muséale dédiée au patrimoine traditionnel, à savoir l'exposition didactique à scénographie et à décor, faisant évoluer le musée du patrimoine traditionnel. Et comment? Tout d'abord parce que la référence est essentiellement une muséologie de point de vue.
Et le lieu, c'est la réaffectation. Toujours, on parle d'un monument historique, palais, zaouia, madrasa, mais avec une approche plus réfléchie. Le scénario didactique à thème analysant et traduisant les spécificités d'une communauté, toujours à travers les traditions, les coutumes et les rites, mais d'une manière plus évolutive, en rapport avec son milieu. La mise en exposition, on parle d'une scénarisation au moyen de séquençage thématique et reconstitution du contexte. La scénographie à décor, des objets ethnographiques individualisés, accompagnés de décors pour la contextualisation. La médiation, alternance entre textes d'interprétation et séries d'objets de collection ethnographique. Donc, on trouve comme exemple à ce modèle d'exposition et genre de scénographie le musée du Kef et le musée de Gebs, tous les deux fondés en 1984, avec une petite différence, c'est que pour le musée du Kef, le musée des arts et traditions populaires du Kef, le développement de la conception et l'adaptabilité entre le contenu et le musée n'était pas aussi performante que celui de Gebs, vu qu'il y a eu, ils ont contourné quelque part les problèmes d'aménagement muséographique au niveau de la zaouia de Sidi Boualbeba. Donc les avantages et limites de l'exposition des tactiques à scénographie, à décor dans les musées des années de 1980. Les avantages, on parle d'une approche didactique qui met en valeur les activités quotidiennes et le savoir-faire artisanal en rapport direct avec l'environnement naturel de la région à travers l'interprétation, l'analyse et la documentation. La mise en espace suit le séquençage narratif du scénario scientifique. Le micro-espace créé, à savoir les vitrines, garantit les conditions de conservation, les inconvénients et les limites, difficultés d'adaptation dans la mise en espace de l'exposition dans le monument réaffecté, et l'accès au discours scientifique nécessite plus de concentration de la part du visiteur pour synthétiser le sens complet entre le texte d'interprétation et les collections ethnographiques exposées. Voilà. Donc, on passe la suivante, voilà. Donc, le troisième exemple, ou la troisième phase, c'est là où on a essayé de faire impliquer l'architecture et les designs au service de l'exposition didactique à multiples choix scénographiques pour innover le musée du patrimoine traditionnel. Donc ici, on parle réellement de la naissance d'une deuxième génération de musées du patrimoine qui commence avec la création du musée de Sahara de 12 en 1997, le musée de Moknine 2006 et le musée de Kesra 2009, et se confirme surtout avec le projet d'extension et de réhabilitation du musée des arts et traditions populaires de Djerba dans lequel on est présent aujourd'hui. Donc la référence, une nouvelle muséologie communautaire et sociale, le bâtiment spécifique pour le musée à architecture qui s'inspire du patrimoine local ou régional, un scénario didactique à thème analysant et expliquant les spécificités d'une communauté en rapport avec son site, son histoire et son environnement. La mise en exposition, une scénarisation d'interprétation en moyen de séquençage thématique et la reconstitution du contexte. La scénographie, elle est plurielle, elle peut être à décor, elle peut être théâtrale, elle peut être artistique, elle peut être esthétique. Toutes les approches, elles sont valables dans ce genre au modèle d'exposition. La médiation, elle est variable, elle est classique, immersive, attractive, vu que la scénographie, elle est plurielle. Donc, voilà. À ce niveau, on peut trouver deux nuances par rapport à l'exploitation et la mise en œuvre de ce genre d'exposition. Tout d'abord, on trouve avec l'exemple du musée de Moknine et le musée de Sahara de 12, qui ont été créés dans une période relativement récente que celle du musée de Kesra et le projet de réaffectation de mise à niveau du musée de Djerba, la neutralité de la conception architecturale et le fonctionnalisme de l'aménagement muséographique. Ceci est très visible au niveau du musée de Sahara de 12 et le musée de Moknine. Il y a deux photos qui ont sauté, je ne sais pas pourquoi.
Donc, on peut voir bien l'exemple. Par exemple, pour le musée de Moukni, l'architecture, elle est moderne. Elle s'inspire des codes et signes et symboles de l'architecture traditionnelle, avec l'usage, par exemple, des éléments architectoniques qui sont réinterprétés autrement. L'exemple de l'usage de la pierre pleine, etc. Et ce qui se reflète à l'intérieur, il y a toute une neutralité, il n'y a pas une participation de la part de l'architecture pour la mise en valeur ou la scénarisation ou la scénographie de l'exposition. On passe. Donc, pour la conception architecturale, ici, avec l'exemple du musée de Kesra, la conception architecturale pour l'intégration du musée dans son site. Donc, ceci est très lisible avec le musée de Kesra qui est inauguré en 2009, donc une année après le projet de musée d'extension et mise à niveau du musée de Djerba, mais malheureusement, il y a un certain décalage par rapport au processus de conception. Donc, c'est vrai que l'architecture, elle participe d'emblée et elle essaye d'intégrer le monument dans son site à travers l'usage de l'architecture vernaculaire, les matériaux, les éléments, etc. et même par rapport à l'organisation de l'espace. Donc, elle remplit à 100% sa fonction et donne l'aménagement muséographique fonctionnel requis. Pour la scénographie ou le design, on trouve des choix et une cohérence qui n'est pas toujours valable. Par exemple, l'aménagement et la conception du design mobilier, avec ses couleurs et ses choix, il entrave quelque part la perception des collections ethnographiques. Donc de là, on peut voir qu'il y a une incohérence entre le design du mobilier ou la conception de l'espace intérieur avec la mise en scène des éléments ethnographiques. Donc, avec l'exemple de ce musée, le musée du patrimoine traditionnel de Djerba, c'est la contribution des différentes spécialités du design pour la mise en espace de l'exposition du musée. D'ailleurs, l'extension, le projet d'extension, on parle d'une architecture qui s'inspire, qui réinterprète d'une manière très subtile les éléments architectoniques et les spécificités vernaculaires de l'architecture djerbienne, avec un monument qui prend en considération et qui part des collections exposées, donc par rapport à leur nombre, à leur taille, etc. Aussi, on peut bien le comprendre, cette harmonie ou cette manière de cohésion de toutes les spécialités et leur contribution pour la conception du projet de l'exposition, avec la variation des différentes scènes, approches scénographiques, la mise en scène, la reconstitution théâtrale, l'individualisation de l'œuvre, etc. Elles sont toutes présentes, mais elles sont toutes cohérentes aussi. Donc, comment on peut expliquer ça? Déjà, c'est qu'il y a certainement une méthode du design pour réinventer cette exposition et assurer et garantir quelque part sa cohérence. Déjà, il y a une nette différenciation qui commence à s'installer maintenant dans le milieu professionnel en essayant de comprendre la logique de coordination entre les différentes spécialités, à savoir la muséographie, l'expographie et la scénographie. Donc, trois domaines qui sont articulés. La muséographie, on parle d'une exposition, d'une communication et de la conservation. L'expographie, qui fait partie aussi de la muséographie, on parle d'une exposition et de sa communication. Et la scénographie, c'est l'exposition. Donc, tout au long de ces trois logiques ou ces trois spécialités, l'exposition, elle est toujours là. L'exposition, cette méthode ou cette stratégie quelque part qui va essayer de matérialiser un discours et mettre en valeur une collection du patrimoine et collection ethnographique, elle est toujours présente tout au long de ces trois approches. Donc, de là, les théoriciens du design parlent d'un design d'exposition. Aujourd'hui, on parle d'un design d'exposition, non en tant que spécialité, non en tant que spécialité, mais en tant que processus. C'est un processus de conception qui assure ou qui garantit quelque part la coordination, la collaboration entre les différentes spécialités, les différents intervenants qui vont concourir à la gestion d'un projet, la gestion dans le sens, manière donner naissance à un projet,
pour finalement arriver à l'objectif voulu et cherché. Donc, on passe. Ici, par exemple, j'ai essayé, pour conclure quelque part et comprendre où contribuent les nouvelles méthodes du design contemporain dans l'innovation de l'exposition du patrimoine traditionnel. J'ai choisi d'aborder cette thèse. 2 minutes. Alors, j'ai essayé d'aborder cette thèse-là à travers 2 cas d'études qui sont quelque part d'une grande notoriété au niveau dans le monde muséal, à savoir le musée Quai Branly à Paris, inauguré en 2006, et le musée Albert and Victoria à Londres. C'est le plus grand musée au monde. Donc, pour le musée de Quai Branly, tout d'abord, le projet du musée avait un objectif, c'est d'avoir un musée de société. Et musée de société dans le domaine du patrimoine, ça ne peut être aujourd'hui qu'un musée de société. On ne peut pas revenir en arrière. C'est la nouvelle muséologie, la muséologie communautaire qui incite à avoir ce genre de conception de l'institution muséale. Donc un musée de société a soulevé une grande polémique durant la période de gestation de ce projet pour les protagonistes du décolonialisme, car il s'agit d'un patrimoine déplacé. Comment on va établir un rapport entre une société française ou cosmopolite pour un patrimoine des arts premiers, etc. Comment ils ont dépassé les designers, essentiellement Jean Nouvel, le concepteur de ce musée. Il a essayé d'établir ou de mettre en place un concept avec lequel il va contourner toute cette polémique et proposer un musée novateur. Le concept de la mise en exposition, ça va être un concept quelque part philosophique, présence-absence ou la dématérialisation sélective. Donc, il va miser essentiellement sur un discours esthétique et scientifique, un musée qui va être bâti autour d'une collection d'une surface grandiose, 67 468 mètres carrés, la scénographie sobre, la rencontre qui mise essentiellement sur la rencontre émotionnelle par la contemplation entre le public et les collections, et des œuvres, 3500 œuvres matérielles qui vont être exposées réellement, mais qui vont être traduites et interprétées par 1934 documents audiovisuels. Donc, on a l'exemple de la genèse du projet à travers un carnet de croquis grandiose qui a été exposé aussi au musée lors d'une exposition permanente. Donc, où on trouve les différents types de réflexions, de gestation de ce projet pour arriver à matérialiser l'idée de projet. Ça y est, je vais terminer. Kalim Tal Khitem. Donc, le dernier slide. Le dernier. Donc, voilà, vous avez une idée du musée. Pour le musée, voilà, du Albert and Victoria and Albert, là, on trouve les méthodes de design contemporain comment elles proposent, elles sont admises en tant que nouvelle stratégie de patrimonialisation et de médiation dans le musée du patrimoine traditionnel. Donc, déjà, le musée, c'est le plus grand et le plus important des musées, des institutions muséales dans le monde. Il a certainement pas mal d'inconvénients vu qu'il a été fondé en 1852. Donc, est-ce qu'on va délaisser ce musée-là, le démolir et faire un nouveau musée? De là que commence à se poser la question de la durabilité finalement. Le design contemporain et ses méthodes doivent penser d'une manière intelligente. Et de là, on trouve le processus, on parle d'un design thinking qui cherche à patrimonialiser la patrimonialisation du musée lui-même, car il s'agit d'un musée qui est considéré comme une entité patrimoniale à préserver. C'est une œuvre totale qu'on ne peut pas réellement la déconstruire pour la reconstruire. Et de là, on parle aussi d'un design de médiation. Varier le discours, interpréter l'exposition, adapter la visite au public, l'expérience de visite qui devient plus enchantante. Et finalement, le design numérique, on parle d'une scénographie digitale, la réalité virtuelle pour l'extension de l'exposition, la réalité augmentée aussi pour dupliquer, hybrider l'exposition. Et tout là, ce sont des stratégies ou des méthodes du design contemporain
qui vont collaborer pour réalité trouver des solutions pour les musées et les musées du patrimoine traditionnel. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. شكرا. عمل يستحق التنويه بصراحة، خاصة تعرضها بدقة متناهية إلى مصطلحات ميزوغرافية يعني أصبحت دارجة. من أبرزها نتحدث عن مصطلح سينوغرافي، هذا مصطلح تعودنا عليه، ولكن الاسبوغرافيا وما يرتبط بهذا المفهوم اللغز في الممارسة المتحفية اليوم التي تحولت إلى ما يشبه الفن. لا نستقبل الأسئلة، ولكن أستطيع أن أبدأ أنا هذا المشوار من مشوار طرح الأسئلة. سيريزا البث الآخر رجوكم. سيريزا أم نقوم بعملية تجاوز ماذا؟ في انتظار إحضار المتدخل الثاني. السيد رضا السيلي لم تظهر صورته بعد. سيلي أنا معكم. أي مرحبا بك مرة ثانية. تستطيع الآن أن تضيف بتلك الدقائق التي حذفناها. السؤال من السيدة أمال حشانة يقول: تقديم ملاحظات حول ما تفضل به السيد رضا السيلي في خصوص بعض النصوص القانونية المتعلقة بالتراث. أنت تريدين السيدة أمال حشانة تريد أن تعقب ببعض الملاحظات القانونية. تفضل. شكرا سيد الرئيس، نشكر جميع المتدخلين على المداخلات جد قيمة. أنا نحب نقدم شوية ملاحظات فيما تفضل به السيد رضا السيلي، وهو ركز المداخلة متاعو على جوانب قانونية تهم أساسا التراث، وخاصة في علاقة بالدستور وبمجلة الجماعات المحلية، وكذلك القوانين ولا النصوص المؤسسة والتي يعني تحكم المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. اللي أنا حسب ما فهمت من المداخلة متاع السي رضا اللي المتاحف معناتها البلديات الجماعات المحلية تنجم تقوم بدورها وتنشئ متاحف، وهذا أكيد طبعا ثم حتى شيء يمنع، كيف ما يمنع حتى وزارة أخرى، ونعرفوا برشا وزارات عندها تحت إشرافها متاحف كما تم ذكره في الحصة الصباحية. فقط للتدقيق معناتها السيريدا قلت اللي القوانين التي معناتها تسود الجماعات المحلية عندها مرونة أكثر في التسيير الإداري والمالي، والشيء هذا مش موجود في المؤسسات تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. دونك هذا ماهوش دقيق برشا، خاطر الجماعات المحلية تطبق الحسابية العمومية لا كونتابيليتي جينيرال سامحني بيبليك، الوغ كو احنا في لي زيبنا والستاتيو تاع لي زيبنا هو اكثر مرونه، والوكاله تحية التراث اللي ريجي باغ سو ستاتيو احنا اون ريجي باغ لا كونتابيليتي بريفي. دونك احنا عندنا اكثر مرونه من لي زيبا والا حتى لي كومون في الجيستيون. وكما شفت انت بيدك وانت ذكرتها قلت احنا عندنا معناتها ننظموا دي اكتيفيتي ا دي فان كولتوريل اي كوميرسيال. دونك نجمش تعمل حاجه كوميرسيال وانت ما عندكش مرونه على الاقل حتى شويه. من ناحيه اخرى نحب نشير اللي ثم الفصل 117 اللي هو في مجله الجماعات المحليه، اللي هو بما معناه يقول لك في كل ما هو ثم بيان كولتوريل اللي هو معناتها في اطار لاميناجمون نرجعوا للسنترال، معناتها هذه ليكسيبسيون.
دونك البيان كولتوريل البيان اللي عنده امبورطونس كولتوريل ولا ارتستيك ولا اللي هو دونك احنا في هذا لي بيان كولتوريل اللي هما تو سكي اركيولوجيك ميزيوغرافيك عندهم لاسبي هذه لامبورطونس هذه كولتوريل اي دونك يدخلوا في الارتيكل 117 et ils font exception de la décentralisation en quelque sorte ويرجعوا للسنتراليزاسيون. ثم زاد الامر نمشي بالتدرج القانوني الامر نتاع اللي ينظم المنتزه الاثري قرطاج سيدي بوسعيد اللي هو يحصر امكانيات جامعه في التدخل في المساحه هذه المرتبه اللي هو معناتها فقط في وزاره الشؤون الثقافيه طبعا ومؤسساتها. ما ثم حتى تدخل آخر ممكن وما ثم حتى تدخل آخر بدون ترخيص من وزارة الشؤون الثقافية. طبعا هنا ممثلة في المعهد الوطني للتراث. دونك هذوما ملاحظات فقط للتدقيق وهذايا كله ثم برشا الحقيقة كيف صباح تكلمت على استراتيجية وطنية للتراث فيها الإطار التشريعي اللي لازم يكون متناسق وفيه أكثر خدمة باش المصلحة متاع التراث في الآخر بالكل هي اللي تكون معناتها الهدف من إصلاحات هذه الكل. وشكرا. شكرا. هل توجد أسئلة أخرى؟ إيه نعم. دونك شكرا على التدخل هذا والملاحظات. بطبيعة الحال الراعي الأول للتراث هو تبقى الدولة لأنها هي معناها سي لو غارديان دو لا ميموار كوليكتيف اي دي باتريموان. ايفيدامون نحن إذا كان حكيت على تدخل البلديات وهذا بطبيعة الحال عنده قيود ماهوش معناها مطلق ويخضع للمراقبة الأولية للسلطة المركزية. هذا أمر معناه طبيعي مفروغ منه. أنا نحكي على أساس لي فونكسيوناليتي معناها في عملية التطبيق وأنه نعرف أنه أهم مشكل يتعرض ليه معناها تثمين التراث في تونس هو العراقيل الإدارية وكذلك معناها البطء في التعامل مع المسألة هذه وكذلك جزء كبير منه هو معناها إشكاليات متعلقة بالمالية العمومية وخاصة معناها دونك عمليات الصرف وإسناد كذلك لي بيجي نيسيسير معناها بور لو فونكسيونمون دو بروسيس كولتوريل. دونك البلديات عندها إمكانية أنها تكون بلو سوبل في التعامل مع المتاحف المحلية انطلاقا من أنها هي في والقانون معناها يعطيها الحق في هذا عندها لوتونومي فينانسيير تخضع للرقابة المالية العمومية لكن عندها ان اوتونومي فينانسيير ولي ريسورس نتاعها يسمحوا لها معناها بتاتر انها تتصرف بطريقة مغايرة للطرق اللي تتعامل بها إدارات الدولة. دونك ما نتناقضوش احنا في المقاربات لكن فين نحطوا العملية عملية الاستغلال وعملية المراقبة. للدولة لها المراقبة معناها المطلقة وعملية الاستغلال هي اللي ممكن معناها يوقع التعامل معها بطريقة جديدة. كان عندك إضافات أخرى؟ اللجنة العلمية أرجوك تتفضل تبعث لنا التوصيات عبر الإيميل للجنة العلمية معنا يحبوا يستفادوا منهم يدولوهم التوصيات. بالنسبة للتوصيات معناها النجم ما نعرفش ما همش قابليني اما مش مشكلة حتى بعد سيريزا حتى بعد على الايميل مش مشكلة على كل بارك الله فيك يعطيك الصحة على مشاركتك بارك الله فيك. مالوغوزمون معناها التواصل عن بعد هذا عنده لي زانكونفينيون معناها تاعو اما ما نجموش نعمل في المريخ هو بارك الله فيك. الأسئلة الآن إلى
أستاذ الدرويش. السؤال الأول سي محمد حواس كأنه يحتج ولا تحتج يعني أشار إلى أن متحف المهدية يتضمن سينوغرافيا. بالطبيعه اي متحف ضمن سينوغرافيا فماش ما نجموش اون بو با معناها ميتر فير اون اكسبوزيسيون سون لا ميتر ان اسباس لا ميز ان اسباس elle passe c'est de la scénographie. Mais c'est pas d'une importance la scénographie de Moi, la scénographie, il y a des choix scénographiques à faire. Ça dépend du spécialiste qui va l'assurer, le comité du projet, sur quel choix ils se sont décidés par rapport à la mise en espace d'une exposition. Donc, il y a toujours une scénographie là où on présente une œuvre d'art. لا هو هي الفكرة bon pour le musée de Mahdia donc en 97 donc c'était parmi les musées qui a été donc démoli complètement et il y avait une scénographie selon les normes de la muséographie. Oui. Donc on a gardé seulement la façade, c'est la façade de la mairie, mais en 97 donc a été rénovée et il y avait une scénographie, donc l'objectif c'était donc l'appellation Musée de la Lumière. Donc à travers donc cette scénographie, mais par la suite nous avons découvert qu'au bout de 10 ans, la section ethnographique donc a été donc malheureusement donc subi des contraintes de ce choix. Mais quand même, en 97, c'est parmi les premiers musées qui ont été donc subi une scénographie donc selon les normes muséographiques. Ça, c'est l'idée. Oui, j'arrive à cerner votre remarque ou votre question. C'est-à-dire que si je n'ai pas parlé du musée de Mahdia, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de scénographie. Non, en fait, ce que j'ai essayé de présenter, c'est trois approches différentes qui nous renvoient à trois phases d'évolution de l'institution muséale dédiée au patrimoine traditionnel. Donc, impérativement, relativement à la période et au choix, on peut savoir si ce musée il fait partie de la première génération ou de la deuxième génération. سي رياض بالزاوية يتساءل عن علاقة الإثنوغرافيا بالسينوغرافيا. Voilà, le rapport. La scénographie, c'est une spécialité qui est au service de l'exposition. Quelle que soit l'exposition, elle peut être même une exposition commerciale. Donc là où il y a un domaine de recherche ou un domaine de la dimension de la patrimonialisation d'une collection qui cherche à communiquer, à présenter une collection ou faire un musée, impérativement il va collaborer avec le scénographe ou trouver une connexion avec la scénographie pour faire ou pour mettre en œuvre l'exposition. سي رياض بوسليمي اعتقد سي رياض البوسليمي يعطيه بالله المكلوخ اللي يعبر لنا شنو يحب بالضبط. لا نقرا لكم اكتب مقاربتك لمنطق اختيار اصناف العرض المتحفي والسينوغرافيا كان خطيا لتنتهي بالطريقه المعتمده حاليا وهي نموذجيه مجدده. أنا حبيت نقول اللي هي انتهت ب يعني تقريبا يعني كان تقديمها للمنطق الاختيار السينوغرافي سواء من خلال التجارب الثلاثة اللي قدمتهم وفي الآخر انتهيتي إلى الطريقة الأخيرة يعني للشوا ولو ضمنيا فهمنا اللي أنت تقريبا هذا هو لازم التوجه في اتجاه الميدياسيون نيميريك. هو في الحقيقة التفكير معني كيفاش كانت المقاربة اللي طرحتها في تناول هالموضوع هذا. هو بالأساس حبيت نظهر من خلال المقاربات الثلاثة اللي عملتهم فيما يخص التطور العرض السينوغرافي في المتاحف التراث تخلينا نفهموا اللي السينوغرافيا تأثر على طريقة العرض والعكس بالعكس لأنه طريقة التخيلات متاع العرض هي بنفسها زادة تفرض تمشي سينوغرافي
ولكن اللي وصلنا له في الاخر اللي حتى كان نقولوا ان بروجي سي فري كو لي بروجي نتاع لي برومييرز اني دو كرياسيون دي musées ATP il y avait pas l'intervention des architectes des designers etc mais ça n'empêche on a eu des expositions. Et même si on fait appel à des architectes et des designers, c'est pas toujours évident d'avoir une bonne exposition ou une exposition ou un musée réussi quelque part. En fait, il s'agit de l'apparition d'un nouveau concept ou d'une nouvelle méthode dans le design contemporain qui est le design d'exposition. Oui. Le design d'exposition, c'est pas une spécialité, c'est un processus, c'est une manière de réfléchir le projet autrement. Comment on peut... Et à quoi sert انك تجبد التجارب اللي قبلها؟ يعني اذا انت مثلا مشيت pour faire la différence. الى ديفيرونس تبدا بالاخير ومن بعد نجم تقارن ولا؟ والله هو يعني مش معناها هو اختيار كيفاش نقولوا منهجي كي نجم انت كان تخدم بالطريقه الاخرى ارجوكم حتى لا يتحول هذا النقاش الى ثنائيه ثماش تدخل اخر. ما كتبتش ورقه سير هذاك. كتبت ورقة ولكن جست سؤال ثاني لا هو تعقيب صغير على ما تفضلت به. ما ندخلوش في الجدل. لا ماهوش جدل. حبينا نوضحوا la relation entre l'ethnographie et la scénographie. Donc, à mon avis, les scénographes doivent avoir une grande capacité d'écoute. Parce que l'ethnographe, c'est lui qui a fait les recherches du terrain, c'est lui qui a fait ce qu'on appelle les PSC, les programmes scientifiques et culturels. À travers ces objets, il a plein de valeurs qui veut l'exposer. Alors, donc, c'est le rôle du scénographe. Donc, c'est à lui de faire la mise en valeur. Parce que parfois, les scénographes, ils dénaturent donc toute une exposition. C'est ça. خلينا نعلقوا عليك سيري هذاي. تفضل. أنا باش نعلق. كنت في تربص بمتحف جاليرا معروف في باريس هذا يعمل ديزيكسبوزيسيون تومبورير. ما عملش ديزيكسبوزيسيون معناتها كودور. حضرت على عرض بداو يحضروا له دونك حضروا البروغرام سيونتيفيك كامل. الور وقتها لو كوميسار خاطر هما غاديكا شاك اكسبوزيسيون عندها كوميسار. حضرت معاهم جابوا سوسيتي بريفي سينوغراف سون بوات بريفي جابوها ويحكوا معاها. كي واحد من الاولاد اللي يخدم معاه هذه اللي شاده اللي هي الكوميسار حب يتناقش معاهم قالت له احنا on va lui dire ce qu'on veut dire et lui il va raconter notre histoire. عاودوا ليك سيرياف. لا السينوغرافيا فيها إضافة قيمة مش جاية بالزايد غير سمعني ومش جاية زادة باش هي تسمعنا برك. لا سي با سا دو تو. وي فوالا سي تري امبورطون سا. كولابوراتيف. أنا حبيت نسألك سؤال في الآخر. أنا باش نسألك سؤال يهم le déménagement un jour et soudainement du musée ATP de Paris. علاش؟ Est-ce qu'il s'agit d'un échec de scénographie? Voilà. Quand soudainement, ça existe un musée, partout, déménagement, c'est là la question, les taubas, ça m'a dit, je vais parler. Non, c'est pas vraiment politique, non. Alèche, soudainement, le musée ATP de Paris a déménagé. Il n'existe plus, tout à coup, soudainement. تحول المرسيل لكلام فارغ. لا علاش؟ البوليتيك اللي باش يعملوا كبروا ليه. C'est la nouvelle, c'est impérialiste de la France. Et même d'ailleurs avec le musée qui branlit. مش زعما على خاطر بداوا موقف جديد من اولي non. Même avec le musée du Quai Branly, il y avait une grande polémique qui était posée avec la création de ce musée parce qu'il s'agit d'un musée des arts premiers, donc quelque part un musée qui va mettre en avant et à jour, à la lumière du jour, la France
France impérialiste, la France colonialisateur, etc., etc. Et de là, pour contourner toute cette polémique-là, le designer Jean Nouvel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de travailler sur la dématérialisation et avoir un discours esthétique à 100%. Et puis, la présence de la documentation elle est essentiellement numérique. Donc, l'interprétation des œuvres, on les contemple, on les voit, on les admire, on essaie de voir de ce qui est beau dans tout ça. Et puis, il y a tous les bornes interactives où on peut visualiser plus que des milliers de documentaires ethnographiques qui ont été faits par des anthropologues, des ethnologues, etc. Donc c'était un choix bien fondé dès le départ relativement à un concept. Donc, et ce concept, pour le matérialiser et le déployer en tant qu'espace, lumière, des présentoirs, des objets, des collections, ça demande tout un processus de réflexion et la contribution de plusieurs spécialistes à la fois. En fait, j'ai voulu juste parler à propos de ceci. Justement, la démolition du musée de ATP de Paris, c'est purement une décision, si on veut dire, politique, stratégique. Correctement, politiquement correct. Et politiquement correct, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est une rupture avec le passé colonial de la France. Parce qu'à cette époque, le musée ATP de Paris a été construit dans une théorie, ou le prolongement de la théorie évolutionniste. Hein? Donc, il y a eu, épistémologiquement, il y a eu carrément une rupture avec cette théorie évolutionniste sur laquelle s'est basé ces musées à cette époque-là. Donc, la démolition venait en fait en réponse au nouveau regard donné aux sociétés dites, hein, à l'époque, sans culture, sans passé, sans écriture, sans histoire. Georges Ballandier, il les appelle les sociétés des sans, parce que sans écriture, sans histoire, sans. Ouais, les sociétés qu'on appelle les sociétés dites primitives, etc. D'ailleurs, donc c'était une rupture, c'était un, comment dirais-je, je sais pas, c'était de racheter, hein, une autre image de la France. La France post-coloniale, la France nouvelle, la France tolérante, la France qui respecte les autres, une autre image de l'altérité par rapport à la France. Donc c'était ça en fait. Oui, oui. Très brièvement, l'exemple du musée Quai Branly a été évoqué à maintes reprises. Mais il est très très difficile quand on évoque ce. À mon avis, selon moi, vu les musées que j'ai visités, c'est peut-être le plus beau, voilà, le musée le plus réussi des ethnographiques, peut-être en tout cas. Et à mon avis, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il contient aussi bien la documentation scientifique. On voit l'enregistrement scientifique à travers les interviews. On voit les gens, on les entend parler. Et là, d'habitude, on a eu l'habitude de séparer la partie scientifique et toute l'autre partie médiée. Et on choisit de présenter... Ou de les intégrer à la fois. Donc, pour quelque part mettre en évidence la rigueur scientifique, on essaie toujours de mettre de présenter le document scientifique qui analyse, qui interprète, tel que le cas dans le musée de... Dans la présentation classique, il y a tout ce travail de préparation qui est là, qui constitue le socle scientifique. Par la suite, on fait la médiation, la scénarisation, etc. pour présenter ces documents. Et généralement, c'est une partie très, très mince de vulgarisation, d'habitude. Radika, on assiste à la documentation, on assiste à l'enregistrement donc de ce patrimoine immatériel riche. La deuxième chose qui est intéressante aussi dans ce musée, c'est qu'il vient présenter une nouvelle génération de la mise en valeur du patrimoine qui, au-delà de sa mission didactique, présente ou annonce une mission émotionnelle qui a été annoncée par l'UNESCO aussi, mais là on la vit à travers les différents dispositifs, à travers les sons, à travers... C'est multisensoriel, c'est beaucoup de mise en scène. Et je rejoins donc l'avis de mon ami Lotfi, c'est une expérience émotionnelle qui se vit.
au-delà donc de toute la partie scientifique. Voilà, donc je voulais souligner ces deux aspects, la partie scientifique qui est livrée d'une certaine manière, qui vient accentuer l'expérience, et le multisensoriel qui donne lieu à une expérience émotionnelle très importante. Voilà. شكرا. أنا باش عندي 3 ملاحظات بصفة برقية باش نقولهم. المسألة الأولى بما يخص التوصيات. طلب من الزملاء يبدو أنه الفكرة ما وضحت لهمش. احنا حاجتنا بالتوصيات فيما يخص متاحف التراث التقليدي، إذا كان عندهم مقترحات مش الزملاء الكل، نعم يعني الزملاء في الورقة اللي توزعت عليهم هذه إذا كان عندهم مقترحات لتطوير المتاحف، سواء مسائل تشريعية سواء مسائل عرض، أي مسألة معناها سواء تخص المتاحف التقليدية بصورة عامة أو بعض الأمثلة اللي هم عايشوها وتابعوها ويعرفوا. هذه مسألة. النقطة الأخرى فيما يخص الجانب السينوغرافي، وأنا الحقيقة ما تبعتش معناها كامل المداخلة بتاع السيدة فاطمة، ولكن من خلال النقاش اللي دار بيناتكم حسب ما نفهم في الموضوع هذا بصفة بسيطة شوي، أنه اليوم مشكلتنا أنه الناس المتعهدين بالعمل العلمي فيما يخص الجانب الاثنوغرافي يخدموا حدهم، وكأنهم يشتغلوا ميدانيا وبعدين يقدموا المادة متاعهم للسينوغرافي. السينوغرافي شنو يهمه الجانب الاتراكتيفيتي والجانب الفني الارتستيك في العرض، هذا اللي باش يشتغل عليه هو. بينما ثم جانب مخفي آخر اللي هو الجانب العلمي. ثم مسألة علمية، ثم مسألة كيفاش يقولوا معناها جوستومون معناها الأصالة نتاع الفكرة، الكونتكست اللي صار فيها جمع المادة، المسائل هذه كل معناها باش السينوغرافي هو يفكر في الابروش نتاعو كيفاش يتناول هذا، يكون ديجا حضر في التيانا وشاف حاجات. وهذه ما يأكد على فكرة التنوع نتاع الاختصاصات، باش هو لما يكون سور تيانا ويشوف بعينه الفكرة تختمر في ذهنه. هذه حاجة. نقطة أخيرة فيسا فيما يخص النقاش اللي دار في الحصة اللي فاتت حول لوتونتيسيتي نتاع لوبجي اثنوغرافيك. راهو في اللوبجي اثنوغرافيك ما نجموش نحكوا على لوتونتيسيتي، خاصة مع فكرة الباتريموني ماتريال، لأنه لوتونتيسيتي نحكوا عليه إلا فيما يخص لي زوبجي اركيولوجيك. الاثنوغرافي لوبجي اللي يهمنا فيها هو السافوار والسافوار فير المتصل به المرتبط به أكثر من القطع بحد ذاتها. نجم اليوم انت ذم بعض قطع اليوم نجم نقول لك كادت تتحول الى هي نفسها الى قطعه اثريه، لانه ما عادتش مستعمله، لا تنتج ولا تستعمل، فقدت حيويتها وفقدت الحياه فيها، فصارت شنو الفرق بينها وبين قطعه اثريه؟ بينما اللي يهمنا السافوار والسافوار فير المتصل به اللي هو احنا في حاجتنا باش نعملوا له ميزون فالير وباش نخلوه معناه السيرفيفونس نتاع المسائل هذه. شكرا. شكرا لكم على هذا الحضور، هذا النقاش الممتاز، ونلتقي بعد الراحة قهوة الراحة.